temps passé. Alors, est-ce qu'il a eu un début, ce temps? Alors, c'est la question de l'origine du temps. Oui. Alors, vous voyez que pour expliquer comment une chose est advenue dans le monde, qu'il s'agisse du temps, de la matière, de la conscience, il faut mettre en scène au départ les ingrédients qui ont permis que cette chose apparaisse. D'accord ? Donc, si vous voulez comprendre ce qu'a pu être la naissance du temps, Oui. c'est-à-dire l'émergence d'un premier instant, C'est quoi, c'est le Big Bang ou... il faut fabriquer un monde sans temps au sein duquel Ah le oui. temps peut apparaître. Bon. Alors, ce monde, c'est pas rien. Ça peut exister, un monde sans temps? Alors, on peut imaginer que certaines équations soient plus intelligentes que nous. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un monde sans temps. Non Mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir de l'être sans que cet être soit temporel. Mais ça, c'est alors donc... Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non Pour plus. moi, dès qu'il y a quelque chose, même si cette chose est invariable, elle est temporelle. C'est-à-dire, le fait qu'elle persiste à durer Voilà. est le signe qu'elle est temporelle. Oui. Mais bon, peut-être que c'est un préjugé. Donc, vous voyez que pour définir la naissance du temps, il faut mettre en scène quelque chose qui a précédé le temps. Voilà. Mais comment peut-on dire qu'une chose a précédé le temps s'il n'y a pas de temps? La notion même de précéder est une notion temporelle. Mais c'est pas cette histoire de Big Bang et de création du monde? Non, et le de- Big Bang... C'est pas pareil. Alors, le Big Bang, parfois, les astrophysiciens vont un peu trop loin et disent que c'est l'instant zéro, Oui, à partir duquel tout est né. voilà. En fait, les théories de Big Bang, ce sont des théories qui nous permettent de remonter dans le passé par les équations et d'arriver à un moment où l'univers est très dense, très chaud, très concentré. Mais quand on essaie de voir ce qui s'est passé avant ce moment que la physique peut décrire, on tombe sur des conditions, d'énergie par exemple, que notre physique actuelle ne peut pas décrire. On ne peut pas comprendre. Et si on va aller plus loin dans le passé, il faut pouvoir traiter en même temps les 4 forces fondamentales de la physique. Vous savez, il y a la gravitation, il y a l'électromagnétisme, et puis il y a 2 forces nucléaires. On en a unifié 3 sur les 4. Il y en a une 4e, la gravitation, qui est toujours de côté. Et donc le fait qu'on n'ait pas une théorie complète nous empêche d'extrapoler plus loin dans le passé. Et mais personnellement, je pense que même si un jour on avait une théorie complète, une théorie du tout comme on l'appelle, on n'éluciderait pas la question de l'origine du temps. Ah. Parce que pour expliquer une origine, il faut toujours invoquer ce qui a précédé cette origine et qui l'a rendue possible. Autrement dit, quand un scientifique décrit l'origine de quelque chose, par exemple l'origine des étoiles, l'origine des atomes, il invoque ce qui a précédé Oui. les atomes, les étoiles, etc. Par exemple, on comprend aujourd'hui l'origine des atomes. On sait qu'ils ont été fabriqués dans les étoiles. Donc on dit, l'origine des atomes, ce sont les étoiles. Mais comment elles ont été fabriquées, les étoiles? Il faut Oui. expliquer l'origine des étoiles. Voilà. On dit, c'est le gaz qu'il y avait avant. Et le gaz, il vient d'où? Il faut l'expliquer. C'est l'univers primordial. Mais l'univers primordial, il vient d'où? Etc. Donc quand vous voulez discuter de la véritable origine, c'est-à-dire, il n'y a absolument rien, et puis il y a quelque chose. Oui. Vous êtes en panne. Bah oui. On est capable de discuter que des origines relatives, qui sont faites des généalogies, qui décrivent comment une chose est apparue comme achèvement d'un processus qui l'a précédé. D'accord. Donc on ne peut expliquer l'origine d'une chose qui apparaît qu'en expliquant ce qui était là avant elle. Et Est-ce l'origine que- absolue, par définition, il n'y a rien avant. Donc, Et donc on ne pourra pas l'expliquer. donc quelque chose peut naître du rien, on est bloqué là. On est toujours obligé d'invoquer une cuisse de Jupiter, d'où sort la chose dont Voilà. on décrit l'origine. Alors, après, il faut expliquer la cuisse de Jupiter. Il faut trouver la cuisse de la cuisse, puis la cuisse de la cuisse de la cuisse. Et on va à l'infini comme ça. Sauf si La religion a une réponse, mais Alors, vous êtes scientifique. la religion dit, il y a un moment où on tombe sur une cuisse fondamentale qui est cause d'elle-même. Voilà. Donc on n'a pas besoin de l'expliquer en termes de conséquences d'une cause qui a précédé. Et on passe d'une régression infinie à une régression finie en disant ça c'est la cause initiale. Et en général on l'appelle Dieu. Voilà. On peut faire ce choix. Mais Pour on ceux peut qui ont la aussi, foi. Voilà. Hein, il y a cette fameuse phrase d'un rabbin qui disait quand on a la foi, il n'y a pas de question, et quand on n'a pas la foi, il n'y a pas de réponse. On peut dire ça à ce propos. Ouais. L'écoulement du temps. Vous posez cette question-là, c'est intriguant ça. L'écoulement du temps, est-ce qu'il a une vitesse, le temps? Alors si on s'écoute parler, il en a une. On dit que le temps passe de plus en plus vite. Oui.
On dit que, j'ai entendu ça dans une conférence de sociologie l'autre jour, que dans les institutions pour personnes âgées, le temps est immobile. Donc la vitesse du temps peut s'annuler. Ah. On dit aussi que la vie parisienne accélère le temps. Donc non seulement il y a une vitesse, mais il y a aussi une accélération. Et selon ce qu'on vit, vous voulez dire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on confond le temps lui-même avec ce que nous faisons dans le temps. Voilà. Et donc si on s'agite, si on court, si on accélère notre rythme de vie, on dit le temps s'accélère. Mais le temps, c'est pas nous. C'est pas parce que vous accélérez le rythme de votre emploi du temps que le temps va modifier sa vitesse. Mais alors ça rejoint est-ce que le temps se suffit à lui-même, ou bien est-ce que le temps a besoin de nous? D'une certaine façon. En tout cas, c'est pas la vitesse de ce qui se passe dans le temps qui fait la vitesse du temps. D'accord. Et d'ailleurs, la vitesse du temps, est-ce qu'on saurait la définir? Je ne vais pas être trop technique, mais ce qu'on appelle une vitesse, d'une façon générale, la vitesse d'une voiture par exemple, ça dit quelle est sa variation de position en fonction du temps. Oui. C'est combien de kilomètres sont parcourus en une heure. Bon. Donc, la vitesse se mesure par rapport au temps. Et la vitesse du temps, il faut la mesurer par rapport au temps. Donc on tombe sur une espèce de tautologie, de sorte que mathématiquement et donc physiquement, on ne peut pas définir la vitesse du temps. D'accord. Ou alors si on voulait la définir, il faudrait dire que le temps, c'est 7 choses qui avancent de 24 heures toutes les 24 heures. On n'est pas très avancé. Non. D'accord ? Et vous voyez comment des notions comme celle de vitesse du temps, qui sont omniprésentes dans notre langage, au point qu'à force de dire cette notion, on la considère comme réelle, en fait, sont problématiques et peut-être n'ont pas de sens. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans la physique. C'est que quand on la regarde attentivement, quand on regarde les équations, par exemple, eh bien, on voit que ce que nous disons par le langage quotidien n'a pas forcément d'écho dans les formalismes de la physique. Et réciproquement, ce que montre la physique est parfois indicible. C'est-à-dire que le langage commun n'est pas forcément adapté pour dire ce que la physique dit, si elle dit quelque chose. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que c'est difficile d'écrire des livres de physique sans équation. Ce qu'il faut trouver, il faut malaxer le langage. Je pense que quand un chanteur, un compositeur écrit une chanson, ça ne sort pas tout de suite. Il y a tout un travail pour que ça rentre dans la norme qu'on s'est fixée, dans le nombre de vers qu'on s'est imposé, etc. Il faut versifier tout ça. Donc il y a des contraintes. Et quand on écrit sur la physique, pour des gens qui ne veulent pas lire d'équations, il y a tout un travail sur la langue. Il faut savoir les lire, les équations. Oui, moi, j'ai quitté l'école en seconde, les équations. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont très difficiles. Cet après-midi, j'étais à une conférence d'Alain Kohn, qui est peut-être le plus grand mathématicien aujourd'hui, qui parlait de physique. Il y a une espèce d'aisance dans les équations qui est absolument incroyable. Incroyable, c'est presque un extraterrestre. Il y a une aisance dans l'abstraction qui est prodigieuse, qui est même très, très belle, quoi. On a envie de pleurer quand on voit quelqu'un qui... Vous, qui comprenez mieux certainement... Non, mais même si on ne comprend pas, on voit qu'il y a là quelqu'un qui a accès à d'autres mondes, et qui de plus, parce qu'il a cette aisance dans ce monde-là, qui nous est inaccessible, est peut-être le plus heureux des hommes. Ah. Ouais, moi, je pense que les grands mathématiciens, qui ne sont pas fous, enfin ceux qui ne sont pas fous, sont peut-être les gens les plus heureux qui soient. Ah bon, c'est intéressant. Le vrai réel n'est pas le monde empirique, le monde que nos sens nous montrent. C'est un monde platonicien, un monde fait d'idées pures, avec lesquelles on n'a de contact cérébral, que de contact intellectuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il est irréel. Il résiste. Il y a des théorèmes qu'on n'arrive pas à démontrer, il y a des propositions mathématiques qui sont fausses. Donc ce monde, il a une résistance. On ne le fabrique pas à volonté. Et ceux qui arrivent à se balader là-dedans n'ont pas besoin de partir en voyage aux Malouines, aux Maldives, pardon. Pas les Malouines, non, Maldives à Noël. Mais vous parlez du monde réel, mais c'est quoi le monde réel? Parce que
Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes limités? Est-ce que c'est pas un problème, ça, quand on appréhende le temps? Est-ce qu'on n'est pas limité nous-mêmes par nos sens? Est-ce qu'on a la vérité? C'est quoi le monde réel pour les humains? C'est peut-être que nos sens peuvent être limités. C'est quoi le temps pour, je sais pas, pour un atome, pour un arbre, pour une grenouille, pour une chenille? S'ils avaient la capacité d'y réfléchir, ce serait certainement différent. Donc Oui. c'est quand même pas relatif à ce que l'on Alors, est, nous, humains. Tous les discours humains sont humains. Voilà. D'accord? C'est-à-dire tout discours prononcé par un être humain est un discours humain. Mais la question que vous posez, moi je la traduis de la façon suivante. Est-ce que tous les discours humains ne concernent que l'humain? C'est-à-dire, est-ce qu'un humain, un mathématicien par exemple, ou un physicien, ou un artiste, ou un peintre, est capable de dire ou de montrer des choses qui vont au-delà de lui? Ah. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dire des choses vraies alors que tous nos discours sont humains? En d'autres termes, est-ce qu'un discours humain peut être un discours vrai? Et comment on sait où est la vérité? Alors, la vérité, c'est une notion compliquée. Ben oui. Mais moi, ce que je trouve fascinant avec la physique, c'est que c'est une forme de langage. C'est un langage qui n'est pas le langage habituel, qui est structuré par des équations. On se place dans des espaces mathématiques abstraits, on fait des calculs. Ces calculs permettent de faire des prédictions sur des résultats d'expérience. On fait les expériences dans l'espace normal, et parfois, on mesure ce qui a été calculé. D'accord. Là, il y a une rencontre. Ça veut dire que la théorie en question a rencontré le réel. Elle l'a rencontré. D'une façon qui fait sens puisque les résultats coïncident. Ah, d'accord. La mesure donne le résultat du calcul. C'est pas un hasard. Est-ce que cette rencontre, c'est un mariage? C'est-à-dire, est-ce que la théorie dit la totalité du réel? Ou est-ce qu'elle dit un aspect du réel? Ça, c'est des questions délicates. Mais il y a quand même une efficacité de la physique aujourd'hui dans ses capacités de prédiction. On est capable de calculer des grandeurs, de les mesurer. Il y a un accord à 10 chiffres après la virgule. On ne peut pas dire que c'est une coïncidence, c'est un coup de peau. Ça dit des choses sur la puissance de la physique. La question, c'est jusqu'où va cette puissance? Voilà. Et la physique, moi j'ai l'impression qu'elle ne décrit que le monde physique. Le monde biologique, non. La biologie n'est pas une science mathématisée. On a du mal à utiliser les concepts de la physique en biologie, par exemple. Donc le réel que la physique atteint, je ne dis pas décrit, mais atteint, n'est pas forcément la totalité du réel. Mais il y a des points de contact, et c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer, quoi, des points de contact. Est-ce qu'on peut être scientifique sans être un peu philosophe? Vous avez dit la science et la métaphysique se frôlent. Ça m'a intéressé. Vous savez, on va démarrer une expérience en 2008 là, à Genève, un gros collisionneur de particules qui s'appelle le LHC. On va accélérer des protons de très haute énergie, faire des collisions, et on va accéder à des conditions physiques qu'on n'a jamais été capable de produire sur Terre. Donc on va voir une sorte de nouveau monde. Ah oui. Bon. Il y a des tas de questions qui vont concerner ce qu'on va voir. Il y a des tas de théories qui disent ce qu'on va voir. Mais elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Et donc l'expérience va permettre de confirmer certaines théories, mais aussi d'en éliminer d'autres. On va faire le ménage. D'accord. Il y a une théorie, mais plutôt il y a une grosse expérience qui va nous permettre de faire le ménage dans la théorie. Dans quel domaine, en gros? Vous avez entendu parler des supercordes, de la Mais supersymétrie, des choses comme ça. Bon. On va faire le ménage là-dedans. Ah, d'accord. D'accord. Et là, on va quand même toucher directement des questions ontologiques. De vie. Est-ce que cette particule dont on prédit l'existence, le boson de Higgs par exemple, existe vraiment? Si elle existe, on doit la voir. Est-ce que l'espace-temps a 4 dimensions, comme on le croit, ou est-ce qu'il en a 5, voire plus? Prévoir l'existence d'une nouvelle dimension d'espace-temps, c'est quand même pas rien. Oui. Voir ses effets, mesurer sa réalité, c'est pas rien. C'est là que je dis physique et métaphysique se touchent. Alors en fait, dans l'organisation, c'est complètement séparé. Même dans les études. Faites de la physique, faites de la physique. Faites de la philo, faites de la philo. Et moi, je trouve que c'est très bien cette séparation, parce que ça permet aux philosophes d'être de bons philosophes, aux physiciens d'être de bons physiciens. Mais de temps en temps, la physique produit des résultats théoriques ou expérimentaux
qui correspondent à ce qu'un philosophe a appelé des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, la physique ne vient pas remplacer la philo, mais elle vient apporter un truc, un événement, un résultat, qui, à propos de toutes les réponses philosophiques qu'on peut donner à une question philosophique, dit celle-là, elle est difficilement défendable. Il y a des contraintes qui sont amenées par la physique à propos de la philosophie. D'accord. Par exemple, vous posiez au début la question, le temps existe-t-il? Oui. C'est une question philosophique. Oui. Bon, alors on peut ensuite lire Kant et dire, d'après Kant, oui, ça existe, mais c'est relatif au sujet. On peut lire Heidegger. D'après Heidegger, le vrai temps, c'est le temps du Dasein, on va mourir, et c'est la pensée de la mort qui détermine notre pensée du temps. On peut lire Saint-Augustin, le temps c'est la conscience, etc. Bon. Mais la physique, elle dit quoi? En quoi la théorie de la relativité d'Einstein, qui est une révolution à propos des liens entre l'espace et le temps, est-elle compatible avec Kant ou avec Heidegger? C'est ça qui est intéressant de regarder. C'est comment la physique vient provoquer la philosophie. Et réciproquement, comment certaines questions philosophiques viennent provoquer la physique. Moi, je me souviens, on parlait de l'axe du temps, là. En terminale, on traçait l'axe du temps au tableau, je ne sais pas, 10 fois par jour. En maths, en physique, en chimie, même en histoire. L'axe du temps. C'est vrai. J'avais demandé à mon prof de physique, comment est-ce que l'axe du temps, comment est-il temporellement parcouru? C'est-à-dire, quand vous êtes présent à l'instant T, là, les instants d'avant, ils existent encore ou ils sont tombés? Et puis ceux du futur, là, ils existent déjà, mais on n'y est pas ou ils sont... C'est un peu la question que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'univers bloc. En fait, cette représentation ne répond pas à la question. Vous pouvez dire, l'axe existe de toute éternité, et c'est l'instant présent qui suit l'axe. Ou bien vous dites, chaque instant présent est le seul à être présent, le seul à exister. Le passé, c'est le néant. Le futur, c'est le néant. Et cet axe n'est parcouru que point par point. D'accord. C'est quand même pas la même chose. Et vous dites quoi, vous? Alors, moi, je préfère penser que l'avenir n'existe pas encore. D'accord. Du coup, ça laisse la possibilité de le penser d'abord et de le construire. Et de le faire. Parce que s'il est déjà joué, la volonté n'a plus aucun effet. Et on n'est plus maître de son destin et on n'a qu'à croire les cartomanciennes qui prédisent le futur. Voilà. Le temps passé n'est pas passé. Inaperçu.